D'accord. Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce mug, la 14e édition. On va patienter quelques minutes, je vois que de nombreuses personnes sont encore en train de nous rejoindre et on va démarrer d'ici très vite. Allez, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci pour votre venue à cette 14e édition du MUG qui se tient ce 28 octobre 2021. Pour la 3e fois consécutive à distance, on va essayer de maintenir malgré tout les échanges. Vous avez un chat qui est à votre disposition sur la droite de votre écran. Vous pouvez également poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Alors évidemment, on espère un retour à la normale pour un MUG en présentiel. On est optimiste, on pense que ça arrivera très bientôt. Mais en attendant, on est content de maintenir cette version-là sous cette forme actuelle. On voit que de nombreuses personnes continuent de nous rejoindre et c'est ce qui nous motive à continuer ce type d'événement. Donc sous sa forme actuelle, justement, vous avez l'agenda qui est projeté ici. On va commencer par l'accueil des participants qui est en train de se faire doucement. Je pense que quelques personnes vont continuer de nous rejoindre. Ensuite, on va pouvoir écouter 2 interlocuteurs qui ont eu la bravoure d'étudier la release note Winter 22 et qui vont pouvoir du coup nous faire part de leur point de vue, des points qu'ils ont retenus, de l'implication que cela amènera sur les utilisateurs Salesforce. Et ensuite, on aura également un petit zoom sur les flux. Il y a pas mal de nouveautés sur ce point-là et on aura également du coup sur ce sujet, on va voir comment transformer en fait vos anciennes automatisations en flux. Donc voilà pour l'agenda et on terminera bien sûr par des questions-réponses, je vous l'ai dit, qui se feront en fin de séance, mais vous pouvez également intervenir tout au long de cet événement via le chat. Alors le mug, j'ai regardé un petit peu les participants, je vois que nombre d'entre vous ont déjà pris part à ce type d'événement, donc vous connaissez certainement, c'est le Montpellier User Group qui permet de réseauter, de confronter les expériences que l'on peut avoir, puisque l'on est tous ici utilisateurs Salesforce ou utilisateurs en devenir. Donc c'est l'objet de notre échange de ce jour. Nous sommes sur Montpellier, mais nous ne sommes pas les seuls. On a remarqué, nous sommes en fait, il y a des groupes dans le monde entier, sur tous les continents. Nous sommes déjà plus de 2 millions de membres au total. Donc, il y a de nombreuses démarches similaires à celle-ci. Dans le monde, je vous l'ai dit, mais en France également, vous avez ici des user groups majeurs sur notre sol français. L'équipe qui a organisé ce mug, elle est composée de Thomas Martin, donc moi-même qui ai pris la parole en premier. Vous allez ensuite pouvoir entendre Simon Lafont et Benjamin Serra, qui sont 2 salariés Sofacto, comme je vous le disais, qui vont pouvoir vous apporter leur expertise technique. Sofacto, je n'ai pas fait le zoom dessus, ce sont les créateurs de ce mug, mug qui a été créé en 2017. Sofacto, c'est une entreprise qui fait c'est un ISV native Salesforce qui optimise la facturation et la gestion des relances. Aujourd'hui, on ne va pas s'étaler là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, vous avez nos coordonnées qui sont présents. Toutefois, on va aujourd'hui adopter une casquette qui est neutre, puisqu'on est vraiment là en tant qu'utilisateur Salesforce et non en tant que société Sofacto. Et vous avez également Chloé Rock qui est mentionnée ici, puisque c'est elle qui organise ce mug, qui s'occupe de la communication, de
de la coordination des interlocuteurs et on la remercie pour cela d'ailleurs. Vous allez donc pouvoir écouter Simon et Benjamin. Vous avez leurs belles photos présentes ici. Et donc, on va attaquer justement sur cette release note. Je vais d'ailleurs vous laisser la main et prendre le relais. Je pense que Simon va pouvoir commencer. Tu as le micro coupé. Il devrait pouvoir nous rejoindre. Simon arrive. Allez, on va patienter. Alors Simon est à distance aujourd'hui. Pour ma part, je suis sur Montpellier avec Benjamin qui est juste à côté de moi, qui pourra du coup prendre le relais également. Les aléas du direct. Ok. Je vais prendre rapidement la main le temps que Simon se connecte. Oui. Oh, c'est bon. Oh, C'est excellent. bon. Mais si tu as envie, on peut faire ça en duo. Excusez-moi, j'avais voulu faire quelque chose avec ma webcam, mais toujours pareil. Hein. Le nœud est l'ennemi du bien. Don't fix if it ain't broke. So maintenant, ça fonctionne. Et c'est parti pour cette Release Note Winter 22 où, encore une fois, pour la 4e fois d'affilée, on a droit à un petit cœur. Et pour la 3e fois en 4 fois, on a droit encore à Astro. Donc, ce serait bien qu'il varie un peu les personnages dans les pages de chargement parce que malheureusement, on a quand même souvent une page de chargement dans Salesforce. Et on a droit du coup à Astro qui gravit une montagne en Yeti. Je ne sais pas si c'est censé être rassurant, mais voilà, on l'aura plus pour très longtemps parce que la prochaine, ce sera la Spring 22, suivi de la Summer 22. Comme toujours, 3 versions par an. Il n'y a pas d'automne chez Salesforce. Les feuilles ne tombent jamais. Alors, comme on est à distance, je vais devoir demander régulièrement de passer à la slide suivante à Thomas. Merci, c'est parfait. La release note, depuis quelques versions, elle a changé d'emplacement, même si elle est toujours à l'ancien emplacement. Elle est aussi disponible, comme on le voit à droite, avec un système de filtre sur la gauche qui permet de naviguer de manière plus fluide, je trouve, dans la release note. Et il est aussi possible de télécharger le PDF si on a du mal à dormir la nuit. C'est très très bien. Je pense qu'il doit y avoir 500 pages ou quelque chose comme ça. C'est plutôt complet. Et on attaque directement avec des nouveautés qu'on a sélectionnées pour vous. Donc, il y en a un peu moins que d'habitude. On va essayer de ne pas vous assommer. Mais elles sont, on pense, très intéressantes. Donc, on a notamment ici au niveau des pages Lightning, donc de plus en plus, Salesforce apporte des fonctionnalités sur les présentations de pages Lightning. Cette fois-ci, ça concerne des composants qui sont capables de communiquer entre eux. Donc, ce qu'on voit dans le GIF, en exemple, la petite vidéo, c'est qu'en cliquant sur des noms de comptes à gauche, il y a 2 choses qui se mettent à jour, la carte au milieu, donc un composant de carte, et à droite, un composant qui affiche des informations sur le compte, donc un détail avec, on voit le nom du compte, son site web, et d'autres informations, le type de compte. Donc ça permet vraiment je clique quelque part, ça change quelque chose d'autre sur l'écran. Donc des possibilités très importantes. Par contre, c'est plus orienté développeur. Il faut que les développeurs disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va changer avec quoi. C'est un peu compliqué. Là, au niveau des performances, alors, ceux qui travaillaient sur Classic avant le savent, pendant un moment, on a eu le problème sur Lightning que ça rame. Je pense que c'est toujours le cas pour certains d'entre vous. Désormais, quand on fait modifier une page Lightning, automatiquement, Salesforce va calculer la performance. Et si jamais celle-ci est moins bien que vert, ça va afficher du coup un petit triangle jaune à côté du bouton analyser, ça va surtout faire apparaître la page de résultats d'analyse. Donc on a la jauge
avec le curseur qui dit si c'est plus ou moins long à afficher les pages. Et on va aussi avoir un niveau de détail qui sera affiché avec la répartition, comme ici on le voit, la capture en haut à droite des performances par composant. Avec là, on voit que c'est le panneau de présentation et en dessous les listes associées uniques qui prennent beaucoup de temps de chargement. Donc ça permet de savoir qu'est-ce qui est au ralenti et Salesforce donne des conseils qui sont toujours les mêmes, c'est en mettre moins et cacher tout ce qui n'est pas nécessaire d'afficher dès le démarrage de la page, enfin dès l'arrivée sur la page, à l'utilisateur. Donc on met dans un onglet qui n'est pas l'onglet par défaut et comme ça ne se charge pas tant qu'on ne l'affiche pas. C'est la grande différence en Lightning, c'est que ça se charge normalement quand on demande à l'afficher. Mais si on met tout sur la page, forcément, tout est appelé en même temps et ça rame un peu. D'ailleurs, il y a une question de composants trop nombreux. On le voit, c'est la capture d'écran en bas à droite. Là, j'avais un peu trop de composants. Slide suivante. Parfait. Alors, il y a quelques gifs, on s'est un peu lâché cette fois. On essaie d'animer un peu plus ce mug, le rendre plus sympathique et plus digeste. Avec les performances, dans la même page, ce qui n'est pas forcément très clair, il s'écrit en petit dans la capture d'écran en haut, enfin la capture d'écran à gauche et en haut de cette capture, métriques spécifiques à l'organisation. Ce que ça fait, c'est que ça calcule du coup les performances qu'ont les utilisateurs en affichant cette page, donc les utilisateurs de l'org. Et là, c'est une vraie capture d'écran de notre environnement Salesforce qu'on utilise nous tous les jours. Hein. Tous les employés Sofacto sont sur cette org. Et sur cette page, on constate qu'il y a 3 éléments qui sont pris en compte. Le nombre de cœurs du processeur. Alors bon, c'est un peu limitatif hein, parce que la logique commence à changer en termes de processeur, mais je ne veux pas me lancer dans une discussion comme ça. Hein. Si vous voulez avoir une discussion technique sur les ordinateurs, n'hésitez pas. Mais grosso modo, on voit que plus un ordinateur a un processeur puissant, donc c'est la partie verte à gauche de la barre, 8 cœurs, plus le chargement va aller vite. Parce que Lightning, et ça David, l'un de nos développeurs, l'avait expliqué plusieurs fois, calcule les pages sur votre ordinateur. Donc si vous avez un vieil ordinateur, malheureusement, ça va ramer. Alors que classique, c'était calculé côté serveur et il vous envoyait la page prête à afficher. Donc il faut un ordinateur plutôt puissant. On voit que chez nous, malheureusement, les ordinateurs qui ont que 2 à 4 cœurs vont mettre un peu plus de temps. Alors c'est des millisecondes, hein, c'est pas non plus, ils vont pas attendre une minute que la page se charge, mais ce sera un peu plus long. Il y a la vitesse de téléchargement du navigateur. Donc on voit malheureusement qu'on est beaucoup sur une connexion maintenant chez nous et du coup ça met un peu de temps à charger. Et la latence réseau, par contre, on a une très bonne latence, il n'y a pas de problème là-dessus. Comme je le marque en dessous à droite de Palpatine, il faut mieux avoir un très gros processeur, une connexion Internet via un câble Ethernet, ça c'est pour réduire notamment la latence, mais là on est en Wi-Fi, ça passe plutôt très bien, et la fibre pour la vitesse de téléchargement. J'aime bien faire un rappel là-dessus, c'est toujours d'ailleurs la même page, elle n'a quasiment pas changé depuis des années. C'est le navigateur pris en charge. Si vous avez des problèmes avec des affichages Salesforce, ça arrive que ça peut être des extensions du navigateur ou tout simplement le navigateur. Et le seul navigateur, donc le grand rectangle orange vertical, c'est Google Chrome qui a, à la dernière ligne de ce grand rectangle orange, limitation non. Il n'y a aucune limitation avec Google Chrome et c'est le seul. Même si Salesforce, ils sont très potes avec Apple, on voit que Apple Safari, à droite, a des limitations. En dessous, c'est côté tablette. Sur iPad, on a du coup Safari qui est pris en charge, donc se connecter via un navigateur sur Salesforce, mais ce qui est recommandé, c'est de passer par l'application mobile, notamment parce qu'en termes de performance, on va avoir une présentation de page qui sera simplifiée et elle charge très vite. Hein. Quand j'ai fait mes captures d'écran, j'étais à 2,8 secondes sur la page en desktop, désolé, et en mobile, j'étais plus en dessous de la seconde, donc presque 3 fois plus rapide sur téléphone, et moins de choses à l'écran, mais c'est quand même plus efficace et agréable. Par contre, ce qu'on va voir sur la slide suivante, c'est que le gros défaut de Chrome, c'est d'adorer la RAM. On sait que Chrome n'est pas très efficace pour ça, même s'il s'améliore. Et donc, en plus d'avoir un gros processeur, une bonne connexion Internet, il faut aussi beaucoup de RAM dans son ordinateur. Autre fonctionnalité, ça fait un moment que c'est annoncé. Et là, on a une capture d'écran qui l'explique plutôt bien. C'est la recherche Einstein qui est par défaut partout. Donc, elle a été activée notamment chez nous. C'est gratuit.
c'est bien, et c'est plus intelligent. Alors ça, on le voit pas trop au final, je trouve, l'intelligence, parce que c'est censé être transparent, ça ne dit pas que tel résultat a été donné parce que on sait que on va souvent sur tel enregistrement, non. Par contre, ce qui est agréable, je trouve, c'est que sans avoir à se rendre directement sur un enregistrement, on peut avoir des informations en glissant la souris d'un élément à l'autre. Donc ici, j'ai commencé à taper Sofacto chez nous. J'ai vu qu'il y a mon utilisateur qui est apparu. J'ai glissé la souris sur mon utilisateur. Ensuite, donc ça c'est le numéro 2. À droite, j'avais les listes associées à mon utilisateur. Donc on voit que j'ai des abonnements et j'ai des abonnés. Donc les abonnements, c'est à qui je suis abonné en tant qu'utilisateur. J'ai pu encore glisser en dessous 4 et je peux voir notamment que Chloé, qui a organisé ce mug, je suis abonné à elle. Et en glissant du coup ma souris sur son nom, j'ai aussi des informations supplémentaires. Donc on voit que là, sans même charger une nouvelle page, je peux avoir accès à des informations très nombreuses, ce qui permet d'éviter, quand on a juste une info à attraper, de se rendre directement sur la page ou d'ouvrir un nouvel onglet. Je trouve ça plutôt pratique. Donc n'hésitez pas dans les commentaires et dans le chat à poser vos questions sur tout la release note. Là, les rapports et tableaux de bord, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai vu l'annonce, et puis je l'ai testé. J'ai trouvé ça moins intéressant. C'est les jauges dynamiques sur les tableaux de bord. Alors, quand vous utilisez les jauges comme ça, vous fixez vraiment la valeur à partir de laquelle ça passe de rouge à jaune et de jaune à vert. Et c'est fixe. Donc, si vous voulez, si jamais vos objectifs changent, il faut venir changer du coup manuellement ces infos. Et ils ont rendu ça dynamique. Mais dynamique de manière assez bizarre, donc je pense que ça va évoluer. En tout cas, c'est en bêta et c'est activé dans les paramètres des tableaux de bord. Donc dans la configuration, il y a un endroit qui s'appelle paramètres des tableaux de bord et rapports. On peut activer ça et ce qui y aura aussi, je crois, sur la slide suivante. Là, on voit dans la capture d'écran à droite, à gauche de la jauge, on a la configuration du coup de ce rapport, et on a notamment le choix d'un enregistrement. Et en fait, on va aller chercher en termes de valeur un enregistrement. Donc là, c'est une opportunité. Donc j'ai pris l'opportunité de Burlington Textile Weaving Plan et j'ai choisi le montant comme champ. Donc on va prendre cette valeur et ensuite, tout en bas, on va mettre par rapport à cette valeur, ça va être au rouge, là j'ai choisi que c'était entre 0 et 30% de cette valeur. C'est assez bizarre. Dans l'exemple, et d'ailleurs vous aurez accès aux slides et vous pourrez cliquer du coup sur les liens pour retrouver du coup vraiment l'information de la release note là-dessus. Ils expliquent que ça peut être pratique avec des enregistrements par an. Donc si je fais si j'ai un compte qui a un sous-compte, une filiale, je peux savoir combien elle représente par rapport au groupe. Mais je trouve ça assez étrange. Donc j'espère que ça évoluera. C'est bien que ça puisse être dynamique, mais la manière dont c'est mis en place, peut-être que vous trouverez une manière de le faire plus sympa ou que j'ai pas exactement compris. Mais c'est un bon début, mais un faux démarrage pour moi. Là aussi, ça s'active, c'est bien ça, dans les paramètres de rapport et tableau de bord. C'est la modification de la data directement dans les rapports. Alors, c'était déjà disponible, c'est toujours en bêta. C'est juste que maintenant, il y a plus de champs disponibles. Il y a les champs dates, les champs liste de sélection, comme on le voit dans la capture d'écran. Là, je peux changer un taux de TVA par défaut facilement. Et la référence aux champs, les champs références plutôt. Donc, c'est les lookups en anglais. Étonnamment, ça n'a pas marché pour moi, les lookups. À voir. Mais ça permet voilà, d'avoir un rapport, notamment chez nous, toujours pareil, neutre, mais on a des rapports d'anomalies qui affichent il manque de la donnée dans ces enregistrements. Ça pourrait être, je sais pas, un compte qui n'a pas de site web, par exemple, chez vous. Vous pouvez le faire en rapport et directement compléter l'information à ce niveau-là. Ça permet d'éviter que j'ai un problème ici, je me rends compte, je clique sur le nom du compte, je me rends dessus, je renseigne la donnée. Là, on peut directement la corriger. Alors là, c'est juste que Salesforce rend un peu plus accessible le fait de gérer ses licences directement depuis son organisation, et notamment maintenant, ce qui est encerclé en orange à droite, on voit les factures directement depuis notre org Salesforce, donc c'est plutôt pratique et j'ai envie de dire enfin.
pas plus là-dessus. Et la gestion des droits. Alors, de plus en plus, Salesforce a envie de mettre des règles de restriction. Donc là, c'est la règle de restriction qui est GA, donc Generally Available. C'est fini la bêta, maintenant c'est bon, c'est dispo pour tout le monde et ils sont sûrs de leur fonctionnalité. Et ça permet, on avait les mécanismes de partage. Donc habituellement dans Salesforce, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le moins de droits possible, que ce soit sur les champs objets ou sur les enregistrements. Donc vous voyez aucun compte. Et puis après, on va dire non si tu vois les comptes qui sont par exemple du pays France. Et on donnait plus en plus d'accès. Et le problème, c'est que ça pouvait rendre ça aussi très compliqué si vous voulez qu'on donne accès à certains, mais pas d'autres. Donc il faut trouver le critère qui fait qu'on ne va pas donner accès à cela. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut restreindre les accès, donc dans l'autre sens. On donne des accès et en plus, on crée des règles qui retirent des accès. Alors, comme je le mets avec l'image droite, ça va être très compliqué pour comprendre comment un utilisateur a accès ou pas à des enregistrements parce que voilà, il y a une couche supplémentaire de règles et c'est pareil avec on avait parlé dans un mug précédent avec les ensembles de des ensembles d'autorisation qui sont maintenant dans des groupes et une fois qu'ils sont dans des groupes, on peut mettre des ensembles restrictifs et du coup qui retirent des droits. Donc on a à la fois la possibilité de retirer des droits sur l'accès à des enregistrements et la possibilité de retirer les droits sur l'accès à des objets ou des champs. Les admins vont perdre encore quelques cheveux avec ces nouveautés. J'espère que je ne déborde pas trop. 11h22, ça va. Oui, c'est vrai. Alors, je vois dans le chat à côté que le bouton sharing est enfin disponible en Lightning, ce qui était un gros manquement par rapport à Classic. Normalement, j'espère que Salesforce a quand même enfin bien comblé l'écart avec Classic. En tout cas, je sais que chez nous, il y en a encore quelques-uns qui ont tendance à revenir sur Classic. Mais j'espère qu'un jour, ils n'auront plus jamais besoin. Alors, Experience Cloud, il me semble que c'est notre ami Benjamin qui va vous présenter cette partie-là. Tout à fait, Simon, je te remercie. J'ai juste rajouté en fait un petit update sur Experience Cloud parce qu'une release note sans parler d'Experience Cloud, c'est pas possible pour moi, clairement. Donc sur cette release, je voulais porter l'attention sur les critères d'audience. Donc auparavant, les audiences, donc pour rappel, c'est ce qui va permettre de gérer la visibilité des pages sur les sites Experience Cloud. Donc on va pouvoir afficher certaines pages et même certains composants selon une population ciblée. Et ça permet vraiment en fait de personnaliser au max l'expérience utilisateur. Et donc sur cette release, l'amélioration, elle porte sur les critères des audiences, donc c'est-à-dire sur la façon dont on va définir les différentes populations. On va pouvoir ajouter des critères, ajouter d'autres audiences déjà existantes. C'est-à-dire on va pouvoir, dans l'exemple ici, ajouter des utilisateurs clients et des partenaires au sein d'une même audience. Donc ça va permettre de filtrer de manière plus fine. Donc c'est une des améliorations les plus intéressantes que j'ai vues sur cette release pour ce qui concerne Experience Cloud. Je vais enchaîner du coup sur la partie présentation générale des flux. Donc on va le faire en 3 parties. On va rapidement voir ensemble les principales nouveautés de la release concernant les flux, puisque vous l'aurez remarqué, on n'en a pas parlé auparavant. C'est qu'on souhaitait faire un focus particulier dessus maintenant. Et derrière, au travers de 2 cas pratiques, on va aborder justement ces nouveautés de la release et certaines actions que cela peut entraîner. Alors tout d'abord, les subflows depuis un flux trigger. Donc ce n'était pas possible jusqu'alors. C'est-à-dire que les flux trigger, il fallait donc arriver à faire tenir tous les traitements au sein du même flux. Maintenant, il est possible de diviser l'automatisation en blocs de construction et de diminuer la complexité du flux. Donc ça va le rendre beaucoup plus lisible, beaucoup plus maintenable et beaucoup plus facile à débugger. Par ailleurs, dans un des cas pratiques qu'on verra après, il y a justement un cas d'usage sur l'utilisation des subflows dans un flow trigger.
Deuxième amélioration notable, les rollbacks des opérations en base de données. Donc pour annuler une transaction ou toutes les modifications d'enregistrement qui sont en attente dans un flux d'écran, hein, je précise, ce sera uniquement le cas dans ces flux-là. On peut ajouter un nouvel élément qui s'appelle restaurer les enregistrements à un parcours qu'on peut ajouter au sein du parcours du flux. Donc ici, dans l'exemple, je l'ai rajouté dans le parcours par défaut à la création du nouveau devis. Donc, ce que ça engendre, c'est que l'opportunité créée auparavant, dans le cas où le nouveau devis ne se crée pas, l'opportunité ne sera pas non plus créée. Avant cette release, en fait, si jamais le flux tombait en erreur au niveau de la création du devis, l'opportunité était quand même créée. Et grâce à ce nouveau composant, en fait, on va pouvoir justement faire un rollback total sur toutes les opérations en base de données. Également, on a l'optimisation des parcours planifiés. Donc, on va pouvoir planifier de manière donc, ultra précise, hein, parce qu'on va pouvoir définir le déclenchement à la minute de nos batchs. On va pouvoir également définir la taille des batchs et on aura des limites asynchrones qui seront beaucoup moins lourdes. C'est des limites vraiment spécifiques à ces parcours planifiés. Donc, je précise également que la taille du batch, on peut aller de 1 à 200, sachant que le plus intéressant pour gagner en performance, c'est de faire évidemment une taille de batch inférieure à 200. Alors, partie très sympa, les boutons d'écran personnalisés dans les ScreenFlow. Donc ça, c'était un gros manque jusque-là, c'est-à-dire qu'on devait se contenter du suivant, du terminé, du précédent. Qui était parfois pas assez précis au niveau du besoin de l'utilisateur et du coup ça pouvait engendrer de l'incompréhension ou même du flou au niveau de l'utilisateur. Donc maintenant, il est possible en fait de modifier les labels de ces flows. Donc on peut modifier le label du bouton suivant, précédent, terminé et même interrompre. Et on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut comme texte dans ce label. Et du coup, là, on va vraiment pouvoir améliorer l'expérience utilisateur avec vraiment des labels qui vont être clairs, bien compréhensibles et qui vont pouvoir le guider au maximum. La gestion des connexions complexes. Alors, ça, il va s'agir donc dans les différents flows, à différents niveaux en fait, de nos parcours, on va pouvoir connecter des éléments. Donc, ce n'est pas forcément des éléments qui se suivent dans le chemin habituel du flow, mais on va quand même pouvoir les connecter ensemble. Donc là, dans l'exemple, vous voyez, vous vous situez depuis l'élément à connecter. Dessus, vous avez la possibilité, ici entouré en rouge, de connecter à l'élément. Et ensuite, vous allez aller cliquer sur l'élément que vous souhaitez connecter. Donc moi, j'ai repris mon exemple de rollback de tout à l'heure et mon retour arrière opportunité, je veux le connecter avec mon écran de nouvelle opportunité pour que l'utilisateur revienne sur cet écran en cas de rollback. Donc c'est très pratique et encore une fois, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur et fluidifier le parcours de l'utilisateur. Par contre, je sais pas toi, mais je trouve que c'est pas très clair en fait. Ça permet d'utiliser plus la mise en page auto pour des cas complexes, mais par contre, on a du mal à voir que l'écran nouvelle opportunité il est aussi connecté. Je pense que si tu fais un gros flux, ça risque d'être devenir pas très lisible. Je suis d'accord que c'est pas, niveau visibilité, c'est pas le plus clair. Mais après, moi, je trouve ça super quand même pratique dans certains cas où tu vas enchaîner différents écrans de flow, d'avoir la possibilité de revenir en arrière dans certains cas. Ça peut être vraiment utile. En arrière ou plus loin en avant, hein. Après, c'est juste de construire son parcours utilisateur. Mais après, ouais, d'un point de vue affichage pour l'admin, c'est pas ultra clair. Je suis d'accord avec toi que si le flow se complexifie un peu, niveau lecture, voire même débogage, ça peut être un peu compliqué, hein. Après, ça en bêta, ils vont peut-être améliorer ça. Mais c'est vrai que c'est cool. Il y avait des flux qu'on pouvait toujours pas faire
en flux mise en page auto, maintenant on peut, donc c'est cool. Clairement. Simon, du coup, je vais te repasser la main. On va être sur le premier cas pratique. Simon, si je me trompe pas, tu vas présenter la transformation des workflows en flow. Et oui, parce que workflow et processus générés à partir du générateur de processus, qu'on appelle aussi souvent process builder, mais c'est plus l'outil qui permet de créer les processus, ils vont être abandonnés par Salesforce. Alors Salesforce a l'air de dire non, ça va être tranquille, mais quand on regarde la roadmap qui a été donnée, je ne sais pas s'il y a une erreur sur les dates, mais je ne crois pas. En Spring 22, donc là bientôt, la prochaine version Salesforce, il y aura l'outil de migration des workflows vers les flux. La version suivante, la Summer, il y aura celui pour les processus vers les flux. Et en Winter 23, donc dans un an seulement, il sera impossible de créer de nouveaux workflows ou processus. Donc il faut vraiment que les personnes qui ont pris l'habitude, il y en a beaucoup qui ont pris l'habitude dans les workflows, dans les processus, à gérer leurs automatisations de cette manière, apprennent à faire des flux pour les nouvelles automatisations en tout cas, car elles ne pourront plus en créer dans un an. Et je me demande si à terme, il n'y a pas les triggers aussi qui vont être remplacés, parce que quand j'ai vu à l'avance, je me suis un peu spoilé le reste de la démonstration, ton exemple sur l'utilisation des subflows dans les flux triggers, ça ressemble trait pour trait à ce qu'on fait dans des triggers normaux avec des méthodes qui sont appelées. Donc, je pense que les devs vont pas être au chômage, mais vont avoir moins à faire maintenant que les flux sont devenus si puissants. Je crois que l'un de nos devs est triste. Très bien. Donc, les workflows, actuellement, ils sont utiles pour pas grand-chose, malheureusement. Envoyer un message externe, donc l'outbound messaging. Mais c'est possible depuis la Winter avec les flux. Et ils sont très rapides à mettre en place, les workflows. En plus, là, je ne l'ai pas mis, mais on peut réutiliser, il me semble. Je n'ai pas trop utilisé les workflows, je vous avouerai. Les tâches, les actions d'update des workflows avec différents critères de démarrage. Mais malheureusement, ils sont quand même nettement moins puissants que les flux et ils vont disparaître. Donc pour transformer tout ça, on documente le workflow, toujours très important de documenter. Il nous faut des cas de test pour pouvoir tester si quand on va le remplacer, ça fonctionne bien. On crée une sandbox, on ne fait pas ça en prod. On désactive le workflow sur la sandbox. On crée le flux de remplacement, parce que si on laisse actif que les deux se déclenchent en même temps, ça va un peu faire du gloubi-boulga. Donc on crée ce flux. Important, on crée un flux de remplacement où on complète un flux trigger existant. Donc c'est un flux trigger, c'est un flux qui se déclenche quand on fait une création d'enregistrement, par exemple création d'un compte ou modification d'un compte, et ça se déclenche immédiatement. Mais il faut éviter d'avoir trop de flux trigger, par exemple sur compte. Il ne faut pas qu'il y ait 10 flux qui se déclenchent en même temps à la création d'un compte. Il vaut mieux qu'il y en ait un seul qui se déclenche à la création du compte. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on verra aussi, toujours pareil avec l'exemple de Benjamin. Il va juste suivre. On teste le flux suivant les cas de test. C'est important d'avoir les cas de test dès le début. On documente le flux. Important d'avoir une documentation. Et on crée un ensemble de modifications. On le pousse en prod. Et on active le flux. On désactive le workflow. Pensez bien à désactiver le workflow. On va pouvoir passer à tout ça en image avec la slide suivante. J'ai pris un vrai workflow qu'on utilise vraiment chez Sofacto, qui est une case à cocher que nous avons créée qui s'appelle ex-contact. Donc parfois, nos contacts, ils changent d'entreprise par exemple, ce sont des ex-contacts. Et cette case à cocher, quand on la coche, elle déclenche un workflow chez nous qui, comme on le voit, quand elle est cochée, elle va déclencher deux actions qui sont en bas, qui vont le désinscrire des adresses email et l'exclure des mailings. C'est deux champs standards de Salesforce, donc c'était un très bon exemple. Car ça pourrait être le cas chez vous, à part le champ ex-contact forcément, mais on va cocher des champs standards Salesforce. Donc, on a notre workflow qu'on a documenté, et là, on va créer notre flux. Donc, c'est bon, c'était parfait. Très bon changement tu lis dans mes pensées. On va choisir un flux, donc on va dans flux, on clique sur nouveau, on choisit un flux trigger, là, donc déclenché par un enregistrement. On choisit la mise en page auto parce qu'on l'a vu, elle est de plus en plus puissante, même si c'est toujours en bêta, soi-disant. Et on renseigne les conditions de déclenchement. Donc c'est un peu petit, on va choisir l'objet, donc là ce sera contact. On va choisir quand c'est qu'il est déclenché, donc à la création ou à la modification, ou à la création-modification, ou à la suppression. Il y a 4 possibilités. Donc là,
j'espère qu'on ne va pas créer un contact directement ex-contact. Donc, ça va être à la mise à jour. On va définir des conditions d'entrée. Donc, c'est quand c'est qu'il faut que se déclenche ce flux. Là, j'ai choisi que c'est quand ex-contact est coché. Donc, c'est le petit 3, le troisième rond rouge-rose. Le quatrième, c'est on va choisir est-ce que ça se déclenche à chaque fois que je mets à jour mon contact et que ex-contact est coché, ou le moment où je coche ex-contact. Donc là, on va choisir le moment où je coche ex-contact. Parce que sinon, on risque de déclencher trop de fois le flux. Donc c'est toujours important d'essayer au maximum de déclencher un minimum de fois les flux, de cocher uniquement quand l'enregistrement rentre dans les conditions. Et la dernière étape en dessous là qu'on voit, c'est il y a deux choix. Je trouve qu'ils ont rendu ça pas très clair, mais ces options existaient déjà avant. Donc vous verrez peut-être des newsletters où ils disent oui, il y a une nouvelle option en bas. En fait, c'est pas une nouvelle option, c'est juste qu'elle est présentée différemment. Vous avez le choix entre mise à jour des champs rapides. En fait, c'est en before pour ceux qui codent, et action et enregistrement associés. C'est totalement flou pour moi. Qui est en after. Ce que ça va faire, mise à jour de champ rapide, c'est que avant même que ça enregistre dans le serveur Salesforce la donnée, on va pouvoir la traiter. Par contre, on ne pourra pas tout faire. On ne pourra pas créer des nouveaux enregistrements alors que le contact qu'on est en train de mettre à jour et la mise à jour n'est même pas renseignée dans le serveur Salesforce. Mais ça sera plus rapide parce qu'on ne va pas renseigner dans le serveur Salesforce le fait que ex-contact est coché et derrière venir décocher, venir cocher l'exclure de l'emailing. J'espère que je ne vous perds pas trop. Alors que la deuxième option, ça va du coup vraiment va faire ça en 2 étapes au lieu de le faire ça en 1 étape. Bref, si vous avez la possibilité, toujours commencer avec l'option de gauche en before, mise à jour du champ rapide. Si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, c'est que vous avez besoin de passer en after, donc action et enregistrement associés. L'étape suivante, c'est la création du coup réel du flux. Enfin, on est vraiment déjà dans le flux. On va choisir la modification des champs. Donc là, je choisis juste en dessous du démarrage une attribution. Et je crée mon attribution. Je lui donne une description, important. Et j'ajoute ma variable. Donc j'ai variable record. Automatiquement, il me prend tous les champs de l'enregistrement, donc de l'objet sur lequel j'ai démarré mon flux. Je suis sur contact, donc il me propose record contact. Et sur la slide suivante, on va voir, j'ai rempli du coup mes informations. Sur la slide suivante. Parfait. Ça a mis un peu de temps, je ne sais pas si c'était juste chez moi. Où là, j'ai rempli, du coup à gauche, on voit, j'ai mis des inscriptions d'adresse, oui, vrai. Exclure des emailing égale à, et là je choisis global constant true, donc vrai. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer, donc je termine, j'enregistre le flux. Et je lui donne un nom clair. Alors là, je pense qu'il y a des nomenclatures qui vont arriver de différentes personnes. J'ai tendance à commencer par FL, donc pour flow, même si à terme, parce que toutes les automatisations, quand il y a une erreur, Salesforce ne dit pas explicitement si c'est un processus, un workflow ou un flux, c'est une automatisation. Donc en mettant FL devant, on sait que c'est un flux. Ensuite, j'ai mis le nom de l'objet, parce que je pense que c'est important d'avoir une classification rapide par objet. Ce qu'on avait avec les workflows, ce qu'on avait avec les process builder, on pouvait classer par objet. Par contre, on ne l'a pas avec les flux, parce qu'en plus, un flux, il peut toucher à plein de choses en même temps. Mais c'est pour ça que c'est important, selon moi, de le mettre dans l'étiquette, voire et aussi dans la description, pour facilement retrouver quel flux touche à quel objet, parce qu'après, en termes d'administration, ça risque d'être compliqué. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires dans le chat, c'est parfait. On y reviendra peut-être juste avant Benjamin ou à la fin de ce mug. Et une fois que voilà, on a donné un joli nom à ce flux qui nous convient, on l'enregistre. Et il reste une dernière slide là-dessus. L'étape 8, il me semble. C'est la documentation. On teste, on documente. Donc on voit le flux, hein, c'est les captures d'écran au milieu. Il y a 3 éléments, un début, une mise à jour des enregistrements et une fin. C'est tout. Et ce qu'on voit à gauche et que a présenté, il me semble, rapidement Benjamin, c'est le fait de déboguer, ou au contraire tu l'avais retiré parce que j'allais en parler là. Désormais, le débogage des flux, notamment trigger, c'est beaucoup mieux. Avant, vous devez activer le flux. Oui, Benjamin, tu l'avais mis ou pas dans les slides Non, du coup, j'ai pensé que tu serais tellement exhaustif que j'aurais rien à rajouter. C'est parfait. Donc, les flux trigger, ils se déclenchent quand il y a une modification, une création d'enregistrement. Avant, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait activer le flux,
aller vraiment modifier de la donnée. Donc, par exemple, là, contact, aller cocher ex-contact et puis regarder si ça se passe bien. Maintenant, directement, depuis l'interface des flux, on peut dire je choisis le contact, là, Simon Lafont, et je vais pouvoir modifier la donnée. Donc, en dessous, il me demande quelles données tu veux modifier dessus. On modifie toutes les données qu'on souhaite, on clique sur enregistrer et le flux tourne. Et on reste dans l'interface de flux pour débugger. Ça, c'est vraiment un très gros plus pour tester ces flux. Vraiment, en termes d'automatisation, on a un gros gain en termes de test et de débugage parce que ils ont vraiment fait un effort là-dessus. On peut suivre le chemin que suit les enregistrements et où est-ce que ça pose un problème avec toutes les informations qui sont bien détaillées. Ils ont fait un beau boulot là-dessus. Et Positive Possum, crois en vous. Pour ceux qui ont peur des flux, n'ayez pas peur. Salesforce a simplifié tout ça. Au tout début, quand c'est suivi, c'est vrai que c'était un peu aride. Maintenant, c'est vraiment mieux. Et vous pouvez le faire. Vous allez y arriver. Et Simon, juste dernière chose. En Oui. haut, là, tu as la case à cocher, ignorer les exigences de la condition de démarrage. Ça, c'est ultra pratique, en fait, quand tu veux déboguer un flow où les conditions sont un peu touchy et que du coup, pour tester, il va falloir modifier 4 trucs dessus avant de pouvoir le faire rentrer dans le flow. En cochant la case, tu n'as pas besoin, en fait, que les conditions Oui, soient... oui, tout à fait. Et Ouais. du coup, ça va beaucoup plus vite pour débugger. Tout à fait. Alors, je te laisse pour la suite et je vais lire les questions en parallèle. On répond maintenant, on répond à la fin, Simon? Il y avait les questions à la fin. Alors, je pense que ça a un lien quand même avec ce qu'on est en train de faire. Quid des time dependent workflow en suspendre lors de la désactivation? Il faut relancer un update des enregistrements. C'était un cas d'utilisation des workflows. Désormais, alors, les flux gèrent pas mal de deux manières différentes ce qui est en prévu. Je pense que il y a deux manières. Alors, je te laisse aussi Benjamin participer là-dessus. Tu peux faire un flux planifié et tu peux aussi faire les actions planifiées. Et en termes d'actions planifiées, on l'a vu, il y a les minutes maintenant. On peut rendre ça de manière beaucoup plus précise. Comme j'ai dit, j'ai pas trop utilisé les workflows, mais je pense que ça se remplace assez bien finalement avec un flux. Je dis pas que ça sera très clair. Hein. Je pense qu'à force, les flux vont être tellement surchargés que ça va pas être très très clair, mais c'est faisable. Ouais, pour moi, je suis d'accord. Le flux planifié répond pas mal. Et les parcours planifiés aussi sur les flow triggers sont aussi intéressants. Alors, est-ce qu'on peut choisir l'ordre de déclenchement des flux? Non. C'est pour ça qu'il faut créer un seul flux trigger, et c'est ce qu'on va revoir juste après. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en before, hein, ça va se déclencher vraiment au tout début. Donc, il y aura pas trop de soucis là-dessus pour éviter de déclencher 15 fois les règles de validation, la vérification des autres triggers. Ça tournera bien. Je vois que Céline est en train de nous répondre sur les time dependent workflow, j'imagine. Un bon gros teasing de ta partie là, Benjamin. Ouais, là, tu me mets sacrément bien. Merci. C'est bien, on peut profiter de Positive Possum. D'habitude, les opossums, c'est assez moche. C'est un fait pour le site d'ordonnancement des tâches. C'est que indépendant. Il faut prévoir un update des records. Ah, il faut prévoir un update des records à terme. L'ordonnancement des tâches dans le. Alors, pas dans tous les flux, mais dans certains types de flux, on peut faire une attente. C'est possible avec des conditions de reprise aussi. Donc, il y a tout un système là-dessus. On l'a pas trop vu sur les flux triggers et sur les flux écran parce que c'est pas ce pourquoi c'est fait. Mais dans les flux qu'on peut appeler via des boutons, par exemple, ou en planifié, ou en subflow, on peut avoir du coup des systèmes d'attente. Avec des conditions de redémarrage. Et c'est parti, Benjamin. Merci, Simon. Du coup, après ce teasing magnifique de Simon, je vais enchaîner sur un cas d'usage simple. Hein, on va faire du très très simple. J'ai envie de déclencher des actions au fil de mon cycle de vente. Donc là, ce que je vous ai mis, en fait, c'est les étapes d'une opportunité. Moi, les 3 étapes qui vont m'intéresser pour cet exemple-là, ça va être l'évaluation, le devis et la proposition de valeur. À chacune de ces étapes, je vais associer une action.
Donc, notifier l'équipe sales pour l'évaluation, créer un devis pour l'étape devis chiffrage et envoyer le devis pour la proposition de valeur. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, justement, c'est de modéliser ça grâce à un flow trigger qui va appeler des subflows. Donc, concrètement, la première des choses, c'est pour chacune des actions qu'on a vues précédemment, c'est de créer des flux lancés automatiquement. Donc là, je vous ai fait des exemples avec des flows assez simples, hein. On a notifié l'équipe sales, c'est ni plus ni moins qu'envoyer un chatter aux bonnes personnes. Créer un devis, c'est créer un enregistrement de quote dans Salesforce et envoyer le devis. Ça va être là, c'est une action Apex qui va envoyer par mail pour attacher un PDF. Mais l'idée, c'est que chacun des flows est autonome et indépendant, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé ailleurs que dans notre flow trigger. Il a sa vie à côté, quoi. Il est indépendant. Mais on va pouvoir l'utiliser comme une sous-action dans un de nos flows. Et ce que ça va donner, justement, donc là, je vous donne l'exemple d'un flux trigger. Donc, je vais avoir mon flux trigger avec les conditions. Je ne vous les ai pas affichées, mais en gros, c'est une condition à l'update de l'opportunité lorsque les étapes de l'opportunité sont modifiées. Ça va venir dans la décision voir quelle étape est concernée. Est-ce que c'est un passage à l'évaluation? Est-ce que c'est un passage au devis chiffrage? Ou est-ce que c'est un passage à l'étape proposition commerciale? Et en fonction, en fait, de l'étape, derrière, j'appelle directement mon subflow, donc mon flow d'action qu'on a vu précédemment. Et du coup, chaque action, en fait, mon flow est décomposé en sous-actions. Et un des avantages, c'est que c'est beaucoup plus lisible. On en a également parlé, c'est que le flow entre guillemets chapeau, c'est un flow trigger. Donc, on va pouvoir contrôler le déclenchement de celui-ci. C'est-à-dire, on va pouvoir dire si on veut le déclencher en before insert ou en after insert. Donc, on a la main là-dessus. Et derrière, à débugger et à maintenir, c'est également beaucoup plus simple parce que derrière, si le flux saute à un endroit, on saura exactement où regarder. Et ça évite aussi d'avoir un flux surchargé parce que avant, c'était pas possible en fait d'appeler des subflows dans un flux trigger. C'est-à-dire que l'ensemble des actions, il fallait les générer dans un seul flow. Donc à lire, là c'est des exemples simples, mais sur des flows, ça peut devenir très compliqué à lire quand on a énormément de composants dans un flow et encore plus compliqué à débugger. Donc c'était surtout ça que je voulais mettre en exergue avec cet exemple. On va regarder, Simon, si on a des nouvelles questions, parce que j'ai fini sur le use case du coup. J'avais deux idées aussi. Avec Benjamin, comme vous l'avez compris, on aime beaucoup les flux, mais parfois on a envie qu'ils fassent encore plus que ce qu'ils ne font. Et de plus en plus, avec du code, on les trouve très rapidement sur Internet. On peut apporter des fonctionnalités qui sont très très pratiques au flux. J'en ai deux. Une que j'ai testée hier, c'est le fait d'avoir le nom de l'objet, ce qui permet d'avoir une seule action et je lui donne j'ai un ID et à partir de cet ID, je vais appeler ce code Apex qui lui sera capable de me dire si je suis sur un compte, un contact, un lead par exemple. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire une décision comme ici et avoir par exemple un premier traitement si c'est un compte, un deuxième si c'est un lead. Et comme ça, je vais pouvoir concentrer aussi les flux. Après, c'est juste une idée d'utilisation. Mais voilà, on a une possibilité-là via Apex de savoir dans quel objet on est. Comme ça, on peut faire des flux qui ne sont pas orientés objet, mais qui sont généralistes. Et la deuxième chose qu'on aime beaucoup, c'est quand vous avez un flux, vous voulez faire une action via un bouton et vous voulez appeler un flux écran. Alors, soit vous avez un bouton tout simple, vous n'avez pas besoin que l'utilisateur, on lui affiche quoi que ce soit, bon, tant mieux. Par contre, si ce bouton il crée un enregistrement, avec les flux, vous aurez une limite parce que vous allez appeler le flux via une URL et dans l'URL, vous pouvez mettre des paramètres, par exemple un paramètre de sortie. Quand tu as fini de faire tourner le flux, tu vas à tel endroit. Malheureusement, Salesforce ne permet pas d'aller sur l'enregistrement qu'on vient de créer parce qu'en fait, il faut qu'il ait l'information dès le début. Quand vous cliquez sur le bouton,
il faudrait qu'il ait l'ID de l'enregistrement qui va être créé dans le flux pour, à la fin du flux, vous amener dessus. Donc malheureusement, ça ne marche pas. Donc si vous êtes sur un compte et vous avez créé un bouton custom qui crée un contact à partir de je ne sais trop quelle information, par exemple, vous cliquez dessus, vous restez sur le compte. C'est un peu dommage. Il y a une manière de le traiter, c'est de faire un flux écran. Donc on appelle un bouton, on met une URL de flux écran. Le problème, c'est que ça va vous afficher une nouvelle page, un nouvel onglet dans Salesforce, avec un flux qui a une mise en page un peu bizarre. Et là, tout ce que vous pourrez faire, c'est vous pourrez mettre un texte à la fin du flux, vous pouvez cliquer dessus, qui vous amène vers le nouvel enregistrement. C'est pratique, mais c'est pas optimal. Ce que je recommande, c'est de créer un flux, d'utiliser très spécifiquement la variable qui s'appelle record ID, record en minuscule, ID avec un I majuscule. Et grâce à ça, vous pouvez utiliser le flux en action. Donc, quand vous créez un bouton, vous avez le choix entre un bouton et une action. Vous choisissez action, vous choisissez votre flux, et automatiquement, Salesforce va pousser l'ID de l'enregistrement sur lequel vous cliquez dans la variable record ID. Et grâce à ça, vous pouvez faire apparaître un flux écran qui apparaît en pop-up au milieu de l'écran, donc beaucoup plus joli que d'ouvrir un nouvel onglet avec une présentation bizarre. Il apparaît au milieu de l'écran. Et là, vous pourriez mettre à la fin de ce flux un lien pour cliquer et vous rendre vers le nouvel enregistrement. Mais vous pouvez aussi, avec un petit bout de code Apex, faire une redirection automatique. Donc automatiquement, vous allez être redirigé vers le nouvel enregistrement. Donc super pratique. Alors le truc un peu bizarre, c'est que comme vous avez dû le comprendre, on ne peut pas faire de redirection directement vers un nouvel enregistrement avec un flux appelé via un bouton, sans passer par un flux écran. Donc même si votre utilisateur il n'a rien à renseigner pour pouvoir créer, il a juste à cliquer sur un bouton et ça doit faire son travail. Comme nous, créer une facture à partir, je sais pas, d'un contrat par exemple, ça doit juste faire son travail. Il faut quand même utiliser un flux écran parce qu'il va avoir une pop-up qui va apparaître, mais une demi-seconde, le temps que ça travaille, mais il n'y aura rien dedans. Et ça va immédiatement le rediriger dès la fin du flux vers l'enregistrement. Et ça, c'est très pratique. Donc maintenant, moi, quand je le mets en place, j'ai tendance à essayer de faire des flux écrans appelés par des actions qui utilisent ce petit bout de code Apex qui, derrière, amène sur le nouvel enregistrement. C'est en termes d'utilisation pour les utilisateurs, c'est beaucoup plus sympa. Alors, je suis en train d'essayer de voir aussi en parallèle pour les workflows. La page de Salesforce là-dessus est assez longue. Alors, il y a le fait que le workflow, s'il est désactivé, mais qu'il y avait des actions en attente, elle reste en attente. Par contre, si l'enregistrement qui avait déclenché le workflow est modifié, ça retire les actions en attente de la queue. Voilà. Donc, si vous aviez un workflow qui avait des conditions, un enregistrement rentré dans ces conditions, il y avait une action qui allait arriver, que vous désactivez le workflow, même si l'enregistrement reste dans les conditions, s'il est modifié, je pense que Salesforce ne va pas vérifier en fait, il va faire sauter la condition. En tout cas, je vais vous copier-coller le texte. Peut-être que c'est une mauvaise traduction de ma part. Hein. C'est pending action. Après, on n'est pas là en tant que Salesforce. Hein. C'est de l'entraide ici, donc peut-être que je me trompe. Voilà, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne aussi envie d'utiliser les flux et d'aller voir aussi de vous-même dans la release note toutes ces nouveautés qui parfois peuvent faire gagner énormément de temps. J'espère aussi que votre ordi n'est pas trop lent et que maintenant vous êtes au courant de pourquoi Lightning RAM chez vous peut-être. Et Simon, concernant du coup la transition workflow-flow, Salesforce avait prévu des interfaces pour faciliter le passage de... En Spring 22, oui. En Spring 22. Donc peut-être qu'ils auront pris en compte, j'espère, parce que c'est vrai que les workflows sont beaucoup utilisés pour ça, les pending action. Donc j'espère qu'ils l'auront pris en compte et que ça sera du coup facilement traduit.
Ouais, c'est faisable après, hein. Si on peut après aller dans la file d'attente et supprimer de manière manuelle, enfin toutes les actions en attente si besoin aussi. Mais ça reste quand même manuel, hein. Si on a énormément d'actions en attente, ça peut être un peu chronophage. Ouais. Mais avec les flux, on a les minutes. On peut choisir à la minute près, donc c'est sympa. Et bien voilà, je pense qu'on peut passer sur les toutes dernières slides. Bien justement, nous avons apparemment terminé. Hop, j'ai une nouvelle. Ah, c'est juste un petit OK, donc tout va bien. Donc justement, la présentation touche à sa fin. On allait passer sur les questions. Donc si jamais vous en avez d'autres, on est tout oui, on pourra y répondre également. Et dernière information qu'on voulait vous délivrer, eh bien, c'est la date du prochain mug, tout simplement. On termine celui-là, on anticipe déjà le prochain. Ce sera le jeudi 16 décembre à 11 h également, donc sur un créneau un petit peu similaire à celui-ci. Un mois et demi. Voilà, c'est ça. Et du coup, de toute manière, on transmettra l'information sur ce futur mug à travers les réseaux sociaux habituels, donc LinkedIn principalement, via la page Sofacto, via la page mug, donc Montpellier User Group. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Et très bon appétit.